Chers matières confrères, permettez-moi de vous présenter le staff de cette semaine. Donc, il s'agit d'un nourrisson de 2 ans, sans mention de consanguinité. C'est la maman qui consulte pour des nodosités sous-cutanées au niveau thoracique, palpées au niveau thoracique et au niveau des membres inférieurs, qui augmentent progressivement de volume. L'examen cutanéomique trouve de multiples tuméfactions sous-cutanées paravertébrales et des membres inférieurs, adhérents au plomb profond, sans signe inflammatoire. L'examen ostéo-articulaire trouve un hallux valgus, microdactylie des 2 gros orteils. Donc, le bilan inflammatoire et le bilan biologique était tout à fait normal, notamment la NFS, ionogramme, bilan inflammatoire, la calcémie et la phosphorémie. On a réalisé un scanner thoraco-abdominaux-pelvien et des membres inférieurs, donc qui a été réalisé d'emblée. Quelqu'un pour commenter les images? Donc, il s'agit de... Quelqu'un qui connaît pas le temps. D'accord. Quelqu'un qui connaît pas. Connaît pas? Bien d'accord. Tu peux interpréter? Alors, vas-y. Alors, on a des opacifications au niveau du muscle, donc c'est un problème de classification musculaire. Et puis, on a quelques opacités parenchymateuses bilatérales. Et ben, c'est pas la peine de l'appeler. Donc, je passe avant tout. C'est pas une plaque parenchymateuse, c'est un plateau pour réduire les médicaments. Donc, c'est un musculaire bilatéral. Je pense que ça intéresse aussi. En fait, c'était le muscle grand dorsal. Grand dorsal. Donc, effectivement, c'était des zones d'ossification au niveau du muscle grand dorsal et c'était bilatéral. Et là, au niveau du muscle grand droit, grand rang droit et au niveau du muscle petit pectoral gauche. Donc, on descend et on trouve des ossifications au niveau des muscles paravertébraux dorsaux-lombaires. On défile, on continue à défiler, on trouve ces images. Quelqu'un d'autre? Peut décrire la vision? C'est une croissance osseuse au niveau de la diaphyse fémorale. Euh, c'est une enchâssée dans le muscle, mais je ne vois pas de continuité anticomédinale. En tout cas, sur cette image. En fait, il y avait une continuité. Il y avait une continuité. C'est plutôt de masse. Oui. Donc, c'était, ouais, ouais. Donc, en fait, c'était des exostoses fémorales, le tiers moyen de la diaphyse fémorale gauche. Et là, on remarque aussi la continuité. Ce sont des exostoses au niveau de la diaphyse fémorale droite. Là, pour cette image, c'est un peu complexe. Donc, on remarque une agénésie de la première phalange du gros orteil. On a juste la phalange distale qui est raccourcie et qui est déviée en dehors. Et on remarque un aspect qui est trapu et qui est court du premier métatarse par rapport aux autres métatarses. C'était bilatéral. Ça, c'est le pied droit, ça, c'est le pied gauche. Donc, au total, on a un hallux valgus et son association avec des ossifications des muscles squelettiques et aux exostoses nous ont permis de poser le diagnostic de dysplasie ossifiante progressive. Là, c'est une image qui résume beaucoup de choses. On a des calcifications dans les tissus mous qui fait qu'on a un second squelette qui vient emprisonner le malade et qui vient limiter sa mobilité. Donc, la fibrodysplasie ossifiante progressive, encore appelée maladie de l'homme de pierre, est une maladie génétique extrêmement rare, à transmission autosomique dominante, qui touche en moyenne une personne sur 2, à expression variable, caractérisée par des malformations congénitales des gros orteils et des ossifications hétérotopiques progressives des tissus musculaires et conjonctifs qui évoluent par poussée et qui mènent à des raideurs articulaires invalidantes. La cause, c'est la mutation du gène ACVR1 porté sur le chromosome 4 de transmission autosomique dominante, codant pour des récepteurs protéines, des récepteurs des protéines qui sont impliqués dans la croissance osseuse. Cliniquement, ça donne des malformations du gros orteil qui est court et déformé en valgus,
et des épisodes de poussée inflammatoire faits de fébricules et de tuméfactions douloureuses touchant les tissus conjonctifs et musculaires. Donc, ces tuméfactions vont s'ossifier, vont s'étendre et progresser selon un schéma particulier. D'abord crânio-caudal, postéro-antérieur et dans le sens proximo-distal pour les membres. Donc, elle concerne en général d'abord les régions cervicales et paravertébrales, puis les épaules, les régions dorsales et lombaires, puis les hanches et enfin les membres. Ces ossifications cumulatives musculaires et périarticulaires entraînent des limitations progressives de la marche et des gestes de la vie quotidienne et donc une perte progressive de l'indépendance. Euh, Heureusement, la maladie n'atteint jamais les muscles qui ne s'insèrent pas sur le squelette par leurs deux extrémités. Ainsi sont épargnés le myocarde, le diaphragme, les muscles lisses comme les muscles du larynx, les sphincters, les muscles oculomoteurs. L'imagerie occupe une place importante dans l'établissement et ou la confirmation du diagnostic. Elle permet de détecter une malformation osseuse congénitale d'une part. D'autre part, elle permet de mettre en évidence les ossifications secondaires et de préciser leur site. Pour les malformations congénitales, le signe le plus précoce et le plus fréquent, c'est le monophalangisme du premier orteil associé à un aspect trapu élargi du premier métatarse. Donc, le premier phalange ou la première phalange, pardon, ou phalange proximale est souvent absente. Mais quand elle existe, elle est de forme anormale, triangulaire ou trapézoïde avec une base oblique en bas et en dehors. La deuxième phalange, elle peut être aussi absente, mais quand elle est présente, elle est raccourcie et déviée en dehors. On peut avoir d'autres malformations congénitales qui sont rares et très variées, mais qui sont décrites, telles que des anomalies vertébrales, comme de petits corps vertébraux, fusion des apophyses épineuses. Par exemple, là, on a une anomalie squelettique du rachis cervical dans un cas de fibrodysplasie ossifiante progressive avec une fusion des arcs postérieurs et des vertèbres qui sont plus hautes que l'arche. On peut avoir, au niveau des os, on peut avoir des exostoses, un élargissement de la métaphyse du col fémoral. Et là, on voit très bien l'installation des ossifications des muscles de la cuisse. On peut avoir aussi un épaississement de la corticale interne du tibia, des épines calcanéennes. Au niveau de l'articulation temporomandibulaire, peut avoir une dysplasie du condyle. Donc, on a vu les malformations osseuses congénitales. Maintenant, on passe aux ossifications secondaires. Ces ossifications évoluent en deux phases successives. La phase initiale de tuméfaction des parties molles, où la radiographie standard peut être normale, peut montrer des épaississements des parties molles sous forme d'opacité floue, aux limites imprécises au sein des masses musculaires. Par exemple, là, c'est une radiographie de profil du rachis qui montre des ossifications dans les tissus mous. Et le scanner, durant cette phase, montre des tumefactions diffuses, hypodenses des musculaires, associées à un œdème étendu du fascia qui l'entoure. Puis la deuxième phase où l'ossification devient nette sur les clichés et on trouve des opacités nuageuses qui augmentent de densité avec des masses aux contours bien limités, qui reproduisent le trajet anatomique des muscles atteints. Par exemple, là, on a des ossifications de la loge postérieure au niveau des zones tendineuses et musculaires. Là, on a des calcifications antérieures du coude droit avec un pan antérieur calcifié huméro-radial. Le scanner met en évidence ces ossifications et leur étendue. Il visualise les calcifications sous forme de spicules, des aires denses et aplaties qui matérialisent les fascias. Et il permet de mieux analyser les ossifications ainsi que leur étendue grâce aux reconstructions multiplanaires telles observées chez cet ancien malade. C'est un ancien cas du service qui a été publié en 2015. Là, la TDM thoracique avec reconstruction qui montre des ossifications extrasquelettiques fusionnant avec les extrémités supérieures de l'humérus associées à d'autres ossifications paravertébrales. C'est un ancien cas du service. Là, on le trouve. Enfin, le scanner peut avoir un intérêt dans le cadre du diagnostic différentiel en montrant l'absence de signes de destruction osseuse qui élimine un processus invasif comme une infection utile. La biopsie doit être évitée pour deux raisons. D'une part, elle provoque un traumatisme musculaire et peut ainsi être le point de départ d'un foyer d'ossification ectopique au niveau du site de ponction. D'autre part, elle donne souvent lieu à un diagnostic histologique incorrect, notamment quand le prélèvement est fait très tôt au moment de la tuméfaction. Donc, à ce jour, aucun traitement n'a prouvé son efficacité. La kinésithérapie douce est proposée à visée antalgique lors des poussées. Le traitement médicamenteux fait appel aux corticoïdes et aux anti-inflammatoires. Il y a peu de place pour la chirurgie. On peut réaliser des ablations chirurgicales de ces ossifications afin de mobiliser les articulations. Et le seul but est de corriger les attitudes vicieuses.
Donc, rappelons, c'est l'association pour le diagnostic différentiel. D'abord, on doit rappeler que c'est l'association de ces deux éléments cliniques qui fait le diagnostic de la fibrodysplasie ossifiante progressive. Le schéma qu'on va voir présente les principaux diagnostics différentiels évoqués devant d'une part les malformations des gros orteils et d'autre part les ossifications ectopiques qui se présentent sous forme de tuméfaction pseudo-tumorale. Donc, devant un hallux valgus congénital, devant les malformations de gros orteils, on a l'hallux valgus congénital isolé. Là, le gros orteil n'est pas monophalangique. Et devant les tuméfactions pseudotumorales, on évoque en premier la myosite ossifiante circonscrite. Il s'agit d'une ossification intramusculaire post-traumatique provenant de la calcification d'un hématome, souvent localisée et avec ossification d'un groupe musculaire unique. La deuxième, le deuxième diagnostic, c'est l'hétéroplasie osseuse progressive. C'est une maladie génétique rare. Elle est voisine de la fibrodysplasie ossifiante progressive et se caractérise par une anomalie de différenciation mésenchymateuse qui aboutit à une ossification hétérotopique progressive de la peau, des tissus sous-cutanés, des tissus conjonctifs et des muscles striés. Cette entité elle diffère de la fibrodysplasie par la présence d'ossification sous-cutanée, l'absence de malformation squelettique congénitale et l'absence de progression stéréotypée des ossifications. Troisième diagnostic, c'est l'ostéodystrophie héréditaire d'Albright. C'est une maladie qui est rare, à transmission autosomique dominante aussi, et se caractérise cliniquement par une brachymétacarpie, c'est un raccourcissement des métacarpes, et des calcifications sous-cutanées. Et concernant la biologie, les anomalies retrouvées résultent d'une résistance du rein à l'action de l'hormone parathyroïdienne, et donc on va avoir une pseudo-hypoparathyroïdie. Le dernier diagnostic, c'est l'ostéosarcome extraosseux des parties molles. C'est une atteinte assez rare que l'on trouve plutôt chez l'adulte et qui se traduit par une masse isolée, le plus souvent localisée aux extrémités des membres, surtout les membres inférieurs. La malignité est importante, on trouve les métastases. Sur la radiographie, les calcifications apparaissent tardivement sous forme d'opacité mal organisée, plutôt au centre des lésions, et les contours sont moins bien distincts. Donc, en conclusion, la fibrodysplasie ossifiante progressive est une affection rare qui doit être reconnue rapidement durant son évolution grâce à la clinique et aux images radiologiques, sans recours à la biopsie, pour éviter les erreurs thérapeutiques qui peuvent conduire à des séquelles fonctionnelles aggravant l'histoire naturelle de la maladie. Et dans l'attente d'un traitement curatif génétique, la prise en charge reste symptomatique et préventive, basée sur la lutte contre les facteurs aggravants, en particulier les traumatismes et les chirurgies inutiles. Je vous remercie.